Est-ce que c'est grave, docteur? Je suis en train de me débarrasser de mes jeux? Il m'en reste de moins en moins? Mmh. Ah oui, le but, ça serait d'en garder 10, de monter la ludothèque ultime? Non, c'est pas grave, hein. C'est même normal. C'est la carrière du joueur de jeux de société, c'est qu'au début, il en veut plein. Il veut plein de jeux. Il veut être légitime. Il veut des calax remplis de jeux parce qu'il a vu des gros joueurs avoir ça. Et si lui aussi, il a envie de devenir un gros joueur, il doit faire ça aussi. Il doit tout acheter. Il est fou. Dès qu'il y a une nouveauté, il la faut. Ça sert trop bien. Et puis après, le joueur, il y a un petit peu son expérience de jeu commence à lui indiquer que ça sert à rien de tous les posséder. Il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il y en a beaucoup qui sont pas si bons que ça. Ou alors qui souffrent parce qu'à côté, il y en a des très bons, des excellents. Ouais. C'est un peu ça la vie du joueur, donc il finit par se dire, bon, on va regarder ceux qui sortent tout le temps, ou souvent, et puis les jeux qui sortent pas, enfin peu, voire pas, donc il y a l'intérêt de les conserver, autant les offrir ou les revendre à des personnes qui vont s'amuser avec. Ces pauvres petits jeux qui sont délaissés. Salut à tous les amis, j'accélère pour la chaîne Ludique Underground et en peignoir. Bah oui, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ma ludothèque ultime. Donc plutôt que vous faire un top 50 réactualisé comme j'aime bien faire à chaque fin d'année, même si là j'ai un petit peu dépassé, on est en février. Et ben non, cette fois je vais vous proposer la tendance que je suis en train de vivre ici, c'est-à-dire y aller avec une ludothèque minimaliste. Donc fini les calax remplis de jeux, de toute façon j'ai jamais eu vraiment plein de calax remplis de jeux. Et non, on reste dans une ère d'austérité où on va se faire plaisir avec ce qu'on a déjà, et c'est très bien. Donc l'objet de cette vidéo, un top 10. Alors un top 10, je vous présente sous forme de top, je les ai notés, on va dire, enfin je les ai classés. Maintenant, c'est pas vraiment un top parce que j'ai essayé d'être assez varié dans les jeux, et il y a peut-être des jeux que je vais estimer être meilleurs que certains des jeux que je vais vous présenter là, que je n'aurais pas mis dans ce groupe, parce que le but c'est quand même d'aller proposer des expériences un petit peu variées. Ça sert à rien d'avoir 10 cubes en bois qui se ressemblent dans ma bibliothèque absolue, que je serais bien embêté le jour où j'aurais envie de sortir un jeu d'ambiance. Bah oui, c'est ça le problème. Donc voilà, on varie, mais ce qui tombe bien, c'est que la plupart des jeux que je vous ai préparés dans cette sélection sont des jeux que j'affectionne tout particulièrement, donc ça pourrait presque être un top 10. Pour finir ce préambule, vidéo assez roots, hein, on papote, tranquille comme d'hab, vous me connaissez, pas d'effets spéciaux de malade, on y va vraiment pur et dur, une vie de joueur quoi. Et puis, je tiens à préciser que contrairement à mes top 50 que je faisais l'année précédente, cette fois-ci, il n'y a pas de jeu de figurines. Je considère que c'est pas du jeu de société, et là on parle de jeu de société, donc même si je suis un figuriniste dans l'âme, on parle uniquement de jeux de société, comme ça, mais il n'y aura pas, encore une fois, Warhammer qui va venir truster le top du top. Tout simplement. Allez, c'est parti. On va commencer avec le number 10, le numéro 10 de cette sélection. D'ailleurs, je vous invite, hein, si vous êtes aussi si vous êtes créateur de contenu vidéo, ou même en commentaire, si vous n'êtes pas créateur de contenu, mais si vous voulez jouer aussi en commentaire de cette vidéo, à m'indiquer un top 10, enfin un top 10, une ludothèque ultime avec 10 titres à garder. Je serais curieux de savoir ce que vous proposez, vous, dans votre top 10. Alors, j'ai beaucoup m'aider de BGG pour les illustrations. C'est plus commode. Le numéro 10, Castles of Mad King Ludwig, qui est un jeu qui a été ressorti il n'y a pas trop longtemps. Quand je dis ressorti, réédité, en réalité le jeu a quand même une dizaine d'années hein, à peu près. Et donc c'est un jeu sur lequel nous sommes jusqu'à 4 joueurs. Il y a peut-être possibilité d'être à 5 sur une extension, je sais pas. Oui, je crois, il me semble. J'ai là pas encore testé l'extension. Mais c'est un jeu où nous allons composer, ouais voilà, on va composer un château avec différentes pièces qu'on va acheter, et le prix va être fixé par le joueur qui est maître architecte pendant un tour de jeu, puis ça va tourner, on va à tour de rôle être maître architecte, donc c'est notre moyen de gagner de l'argent, c'est de mettre des pièces, de mettre des valeurs sur des pièces élevées si on sent que les pièces intéressent nos concurrents, parce que, je sais pas, moi il est parti dans une stratégie à jouer tel type de pièces, on sait qu'il va payer cher pour celle-là, et puis nous à notre tour on va essayer de choisir des pièces qui vont permettre nous aussi de faire du point de victoire mieux que les adversaires. On va dire ça comme ça. Donc c'est chouette, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un jeu qui est
qui est léger. Aussi, il faut parfois un peu anticiper les choses, mais ça reste assez familial. Et j'aime bien ce délire d'assembler des pièces et d'avoir finalement un château qui ressemble pas à grand chose. Mais c'est normal, c'est le Mad King Ludwig, hein, c'est tiré d'une histoire, histoire vraie, un roi de Bavière, il me semble, qui aimait les choses fantasques et qui demandait à se faire construire des châteaux assez extravagants. Donc c'est chouette, les parties sont pas très très longues, et je trouve que les parties sont assez variées, pour que ce soit toujours un plaisir de sortir le jeu. Notamment les objectifs il y a quand même une belle pile d'objectifs, et on n'en joue que 4 à chaque partie, donc ça permet de bien varier aussi la manière de pointer, de scorer du point. C'est pas mal du tout. Et voilà, donc pour moi ça, c'est quand j'ai découvert que l'année passée, et ça a été tout de suite un coup de cœur quand j'y ai joué, et encore maintenant, on le sort de temps en temps au club, et c'est un vrai petit régal. Passons au numéro 9, et le numéro 9 n'est autre que le Perudo. C'est un jeu qui a longtemps, très très longtemps, été mon top 2. Ouais, top 2 souvent. Bon, ça n'a jamais été mon jeu préféré du top préféré. Mais par contre, numéro 2, c'est déjà arrivé. C'est un jeu qui sort vraiment très régulièrement, donc c'est du poker menteur, hein, le Perudo. C'est ce fameux jeu où on a nos gobelets, on a chacun un gobelet, on va mélanger nos dés en dessous du gobelet, tac, regarder ce qu'on a, et parier sur la totalité des dés, et lancer des enchères, voilà, tour de rôle, et puis dès que quelqu'un a lancé une enchère qui paraît un petit peu trop funky, on va dire, bah non, mon gars, tu mens. Alors ouais, sur les photos, il y a même des Perudo avec des canettes d'œufs des Simpsons, c'est assez chouette. Et puis, vraiment, c'est des jeux où on ricane toujours bêtement. Enfin, j'en ai souvent parlé dans mes anciennes vidéos du Perudo, donc je vais pas non plus m'étaler là-dessus. Mais voilà, c'est le jeu qui s'emporte partout. Pur jeu d'ambiance. Vraiment, pour moi, c'est le top du jeu d'ambiance. C'est quelque chose qui marche toujours. J'en ai fait jouer, vraiment, j'ai fait jouer beaucoup de monde à ce jeu. J'en ai initié beaucoup. Ça a toujours pris. Vraiment, ça a toujours pris. Il y a une seule fois, en peut-être une cinquantaine, plus d'une cinquantaine de joueurs que j'ai dû initier, il y en a un seul à qui ça n'a pas pris. Mais on lui en veut pas, hein. Il était parisien, donc quelque part. Hein. Bon, bisous aux Parisiens, bien sûr, j'ai rien contre vous. C'était plus histoire de balancer une blague, pardon, totalement gratuite. Passons au 8e de cette ludothèque minimaliste de 10 titres. Nous sommes sur les lettres de Whitechapel. Alors, c'est un jeu qui truste souvent mon top 10, mes top 10 perso, là, enfin mes top 50, etc. Mais ce jeu-là, il se retrouvait souvent dans le haut du panier, sans être vraiment non plus tout en haut, mais c'est un jeu que j'ai toujours apprécié sortir. Et il se joue très très bien en face à face. Donc c'est le descendant de Scotland Yard, c'est Mystery X, les jeux, je crois que c'était Ravensburger à l'époque, je sais plus. Et c'est une version un petit peu revisitée où, voilà, on est dans les rues d'un Londres de 1888, hein, vous savez, l'époque de Jack l'Éventreur. Et un joueur va incarner Jack l'Éventreur, justement, il va commettre des forfaits, il va assassiner des prostituées, parce que l'Éventreur, il assassinait des prostituées. Et les policiers vont le traquer, ça va se jouer en 4 manches. La différence avec Scotland Yard, c'est que ici, l'assassin va toujours devoir rentrer. Tiens, je l'avais jamais vu que des standees. Là, je vois qu'il y a une version que des standees. L'assassin va toujours devoir rentrer dans le même lieu. Donc, en début de partie, il va devoir s'assigner à un lieu de résidence. Et puis, les policiers, donc du coup, d'une nuit sur l'autre, d'une manche sur l'autre, ils vont avoir plus d'indices parce qu'ils vont savoir que Jack l'Éventreur, ils vont un peu trianguler le secteur et se dire, bah oui, ok, là, il a fini, il était à 3 lieux, à 3 déplacements d'ici. Donc, ok, il est soit là, soit là, soit là, soit là. Puis la manche d'après, ils vont un peu resserrer les taux. Et il y a une vraie tension. Il y a une vraie tension. J'ai dit que ça se jouait très bien en 1 contre 1, mais ça peut jouer à plusieurs. C'est-à-dire que les autres joueurs vont créer un comité de policiers qui vont cogiter ensemble pour essayer de démasquer Jack l'Éventreur. Enfin, démasquer, en tout cas, de réussir à le capturer. Et donc, ouais, c'est un jeu, moi, qui m'a toujours fait vibrer. J'ai toujours adoré les parties. J'ai toujours trouvé pleine de tension. Et puis j'aime bien le matos, j'aime bien l'ambiance du plateau, même s'il y a plein de chiffres et que c'est plein de traits plein de tracés dans tous les sens. J'aime beaucoup le style graphique. Voilà pour les lettres de Whitechapel. Un jeu de déduction, hein, bien sûr, un jeu de track, un jeu de déduction.
et de bluff aussi, parce qu'on bluffe pour essayer d'échapper aux policiers. Ou même en tant que policier, on peut bluffer pour essayer de mettre Jack l'Éventreur en confiance, mais une fois qu'il est trop en confiance, on peut peut-être plus facilement le choper. Ouais, c'est pas mal ça. Et sans le jeu a quand même 15 ans, hein, bientôt 15 ans, je crois que c'est 2011 il me semble. Le numéro 7, on retourne dans l'ambiance, dans les jeux d'ambiance, avec Ready, Set, Bet. Alors ce jeu-là, c'est con, je le mets dans mon top 10 carrément, hein. Je le mets dans mon 10 de la ludothèque ultime. Il est sorti il y a environ 2 ans, je dirais. C'était peut-être Essen 2023. Ouais. 2022, 2023, j'ai un doute. Et donc c'est un jeu où nous allons parier. Ah oui, ils avaient encore les masques Covid, etc. Donc c'est peut-être encore un petit peu plus, enfin pas récent, mais le contraire. Voyez, peut-être sorti encore un peu avant. Et donc nous avons une grille avec des paris. Hein, qu'il faut penser un peu aux grilles de roulette de Paris, casino, etc., etc. Et puis les dés. Puis on a une petite piste qui correspond. Voilà, on la voit ici. On la voit ici, hop, en haut à droite sur la photo. Une piste qui représente la course avec des chevaux. Donc on va parier. Les chevaux vont avancer en temps réel. Donc soit il y a un joueur qui va les gérer tout seul, il va lancer les dés, les faire avancer. Hein, avec 2 dés, hein, si le joueur fait 8, c'est le cheval numéro 8 qui va avancer, etc. etc. Mais il y a aussi la possibilité de le faire avec une application qui gère ça à notre place, hein, si on veut être cool. Et pendant ce temps-là, les autres joueurs vont parier. Les chevaux vont avancer petit à petit. Et on va parier, sauf que le premier qui parie sur une case, la case est prise et les autres ne pourront plus parier dessus. Donc on va se regarder un petit peu, puis dès qu'il va commencer à avoir des chevaux qui vont un peu se démarquer des autres, ça y est, on va commencer à parier. Généralement, quand il y a un joueur qui commence à parier, les autres sont un peu tentés de parier aussi. Et il y a du fun dans le jeu, clairement. C'est un jeu, j'adore le sortir. Souvent on se marre bien. Souvent on se marre sur le jeu. Ça joue jusqu'à 8, voire 9, si je dis pas trop de bêtises. Et non, ça doit être... Oui, si, avec le joueur qui fait avancer les chevaux. Là aussi, c'est sa manière de parier. Et il y a 4 courses d'affilée. Celui qui fait plus d'argent l'emporte. Pour corser un petit peu le tout, il y a des paris un petit peu atypiques qui vont pointer le bout de leur museau avec des cartes d'une manche à l'autre. Et puis chaque joueur va aussi récupérer des espèces de petits pouvoirs. Par exemple, il y a un joueur qui pourra parier même si les paris sont clos, parce qu'il y a aussi une ligne, on voit là tout au fond de la photo, il y a une ligne, si 3 chevaux ont franchi cette ligne, même si la course n'est pas encore terminée, les paris sont terminés. Et lui, peut-être qu'un joueur, grâce à une carte, lui, pourra parier après les autres. Donc il aura l'avantage de pouvoir parier tout le temps. Même quand un cheval sera vraiment aux portes de la victoire, il pourra attendre le dernier moment pour parier. Mais ça peut être aussi à double tranchant, parce que s'il attend trop longtemps, les autres auront parié avant, et les bonnes cases seront peut-être plus dispo pour les paris. Voilà, donc ça c'est grosse ambiance champ de course. Quand on y joue, on est plusieurs à y jouer debout, parce que on est galvanisé par le truc, quoi. On est debout, on va pas jouer assis, quoi. C'est l'ambiance course, c'est chouette. Vraiment, je tripe complètement sur ce jeu, j'adore, et quand je peux le sortir, c'est l'éclate totale. Le numéro 6, il sent particulièrement la carotte. et c'est pourtant pas un jeu pour les végétariens. On est sur du Bunny Kingdom. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous savez à quel point je suis épris de ce jeu. Illustration de Paul Maffaillon, c'est de toute beauté. Moi, j'adore ces illustrations, elles sont vraiment chouettes. Jeu de draft, on va chacun avoir des cartes pour coloniser un terrain avec nos lapins. On a chacun une faction de lapins d'une couleur différente. Et puis, il va falloir, en plus de drafter des cases pour construire des fiefs qui vont rapporter des points, tiens, là on voit une version un peu numérique, il va falloir aussi essayer de récupérer des cartes parchemin qui vont donner des points en fonction de type de terrain qu'on aura récupéré. Donc par exemple des points parce qu'on a pris X forêt, des points parce qu'on a autant de fiefs, autant de cases, enfin bref, ou des objets magiques, on a aussi des objets magiques qui vont apporter des points. Un jeu qui est mignon comme ça, qui va plutôt vite à jouer. Et puis les parties sont assez variées. De mon point de vue, les parties sont suffisamment variées, en tout cas pour y revenir régulièrement. C'est peut-être le jeu que j'ai le plus joué sur les derniers mois, sur la dernière année, sur Board Game Arena.
par exemple. Les parties s'enchaînent super vite là-dessus, et c'est très agréable. Et puis l'ambiance du jeu, quoi, c'est mignon, ça se joue jusqu'à 4. Alors, avec l'extension In the Sky, on peut pousser jusqu'à 5, parce qu'en plus il y a un plateau grand nuage avec, donc ça ouvre un champ des possibles de cases encore plus vaste, et une stratégie nouvelle avec le commerce. Mais là voilà, puis il n'y a pas qu'une stratégie gagnante, c'est ça qui est intéressant, on peut très bien partir à fond sur les cartes, on peut très bien partir à fond sur les fiefs. C'est vraiment une question d'opportunisme. Le fait qu'il y ait du draft, c'est vraiment une question d'opportunisme. Des fois on va contre-drafter, des fois on va prendre pour nous. Ça va être... non, vraiment c'est chouette, c'est un bon petit jeu. Richard Garfield d'ailleurs, hein, celui qui a créé Magic, alors rien à voir, hein, entre Magic et ça, il n'y a pas tellement de rapport, si ce n'est qu'il y a des cartes. Et moi c'est vraiment un jeu, je suis ultra fan de Bunny Kingdom, et vraiment depuis qu'il est sorti en fait, hein, c'est un jeu que je peux sortir assez régulièrement. Changement abrupt d'ambiance pour le numéro 5. Nous allons partir pour Arkham. Horreur Arkham JCE. Je pouvais pas ne pas mettre un JCE, et encore moins, je ne pouvais pas ne pas mettre celui-là. Enfin, encore plus, je ne pouvais ne pas mettre, celui-là dans mon top, dans ma ludothèque minimaliste des 10 jeux avec lesquels on pourrait durer longtemps, très longtemps dans le temps. Bah, Arkham JCE, est-ce qu'il faut encore le présenter? C'est peut-être un des jeux sur lesquels j'ai pu proposer le plus de vidéos sur ma chaîne, avec Terraforming Mars et Gloomhaven à une époque. C'est... ouais, Arkham Horror Arkham, hein, j'en ai proposé vraiment un bon paquet. Donc c'est un JCE, jeu de cartes évolutif. Et c'est marrant, c'est que c'est un jeu qui m'avait vraiment pas trop transcendé la première fois que j'avais joué. Et je suis revenu par la suite, et puis j'étais complètement conquis. Donc voilà, on incarne un investigateur. Les cartes vont nous envoyer voyager à droite à gauche. Vont nous envoyer affronter des problèmes, le mythe hein, notamment. Et puis il va falloir faire avancer le scénario, essayer de trouver des indices, essayer de... On va perdre aussi, hein, comme d'hab, hein. De toute façon c'est un jeu dans lequel on perd quasiment tout le temps, même quand on gagne, on a l'impression qu'on nous a fait une fleur, mais qu'on est quand même sur une conclusion pas très heureuse. Mais alors qu'est-ce que c'est riche, le fait de devoir monter son deck, les nouvelles campagnes qui sortent à chaque fois, qui proposent leur paquet de cartes aussi, qui vont permettre de construire des decks encore différents, et qui vont donner envie de revenir avec d'autres combos, d'autres perspectives, et c'est vraiment chouette. Et les campagnes sont sympas, parce que c'est vrai qu'en fonction des choix qu'on va faire dans la campagne, on va pas forcément avoir les mêmes avantages, ou même inconvénients dans les parties qui vont suivre dans la campagne. Le fait qu'il y ait des campagnes aussi, c'est intéressant, on va évoluer au fil du temps, on va acheter des cartes qui vont être un petit peu meilleures. Vraiment, il faut le vivre pour le croire. il faut vivre l'expérience. C'est vraiment du jeu, c'est du lourd. Le seul bémol, c'est le tarif. Alors, c'est le tarif. C'est toujours un truc. C'est un point qui est délicat, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes vont pointer du doigt le fait que les JCE sont chers. Et il faut quand même prendre en compte le travail d'écriture qui est fait, qui est quand même assez fou. Donc, oui, ça paraît cher, parce qu'effectivement, quand on achète les boîtes, il y a juste des petits paquets de cartes dans les boîtes. On se dit, ah oui, j'ai payé autant pour des petits paquets de cartes. Ouais, sauf que les paquets de cartes, c'est énormément de travail, et je parle pas uniquement des illustrations, je parle des règles, je parle de la création. Enfin, il fallait les idées pour composer les cartes, pour trouver les nouveaux ingrédients à ajouter, parce qu'à chaque fois qu'il y a une campagne qui sort, il y a des mécaniques en plus, il faut trouver de quoi renouveler le tout. C'est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple. Donc chapeau à eux, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un super jeu, Arkham JCE. Rien à dire là-dessus. Le numéro 4, on reste dans du deck building, mais cette fois-ci, c'est pas coopératif, parce que c'est vrai que Arkham JCE, j'ai pas précisé, mais ça peut jouer à plusieurs. Non, là nous partons sur Clan Catacombs, un jeu assez récent, il est sorti pour nous, francophones, il est sorti en fin d'année passée, fin 2024, et donc Clan Catacombs, il a tous les avantages de Clan qu'on aime déjà beaucoup, hein, côté deck building, la course au trésor. Deck building, course au trésor, c'est quand même fallait le faire, hein, fallait le tenter à l'époque. Ça a pris, il y en a eu plusieurs qui sont sortis derrière. Et en plus, Paul Denon, c'est notre pote, auteur Dune Imperium. Et ben là, le truc qui est chouette avec Clan Catacombs, c'est que les parties se ressemblent moins.
Parce que c'est des plateaux qui vont on va arpenter des tuiles qui vont se révéler petit à petit, donc dans un ordre qu'on ne connaît pas, parce que les tuiles sont mélangées. Et ça, c'est chouette. Ça change du clank de base avec un plateau qui est figé. On joue toujours sur le même plateau. À force, on le connaît par cœur, c'est un petit peu chiant. Même s'il y a un verso. Voilà. Moi, ça donne un petit peu de rejouabilité. Alors là, la rejouabilité est beaucoup plus grande. Et quel plaisir, quel plaisir. Avec des petites mécaniques en plus, des tuiles fantômes, qui vont rajouter des cubes blancs dans le sac, qui vont être assez violents, hein, sans mort de rien, ces cubes blancs. Et puis, les lieux de culte aussi, hein, je sais plus si c'est la dénomination précise, mais on va aller mettre des cubes dessus pour gagner un petit peu d'or, les prisonniers qu'on va pouvoir délivrer. Le système là de crochetage là qui est bien, plutôt que de devoir acheter un passe-partout et d'aller partout, mais ceux qui ne l'ont pas sont coincés. Bah là non, on a chacun des outils de crochetage. Une fois qu'on l'a dépensé, on l'a dépensé. Mais au moins on permet à tout le monde d'emprunter ce chemin. On commence tous avec 2 ou 3, je sais plus. Et c'est vraiment chouette. Après, le paquet de cartes est un peu différent du jeu de base, donc voilà, ça renouvelle aussi l'expérience là-dessus. Non, vraiment, Clan Catacombe, c'est un énorme coup de cœur, c'est une super réussite. Il est vraiment très 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 chouette celui-là. C'est un vrai coup de maître. Passons maintenant au podium avec le numéro 3. On est sur du jeu 1 contre 1. On peut techniquement jouer aussi à 2 contre 2, mais bon, c'est vraiment plutôt conçu pour du 1 contre 1. On part dans du jeu à franchise. Et quelle franchise? Star Wars Rebellion. Ce jeu qui m'avait fait sourire parce que la fois où un pote avait ramené ça au club en essayant de trouver un adversaire, il encençait le jeu, il disait ah mais c'est vraiment bien et tout. Moi je me souviens que j'étais pas confiant, j'avais dit ouais bon c'est un jeu à franchise, ça va encore être un truc tout pourri, mais il y a écrit Star Wars dessus donc c'est cool. Enfin, ça fait croire que c'est cool. En fait non, X temps après j'ai pu l'essayer. Je me suis quand même dit allez on va pas mourir con, on va y jouer. Et quelle claque, vraiment c'est extra. C'est extra. Un joueur qui incarne l'Empire, un joueur qui incarne les rebelles. Les rebelles doivent gagner du temps. Il ne faut pas que l'Empire trouve sa base et la détruise. Et l'Empire, c'est le contraire. Et là, la richesse d'avoir une armée beaucoup plus forte, l'avantage d'avoir une armée beaucoup plus forte, et moins de production plus élevée. Les rebelles, ils commencent avec pas grand-chose. Hein, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont là, tactique de guérilla. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils sabotent un petit peu les lignes de production impériales. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent et ils doivent gagner du temps. Le jeu est souvent tendu quand les deux joueurs sont bons. On peut se mettre des crasses. On vit un petit peu avec les cartes, on a le sentiment de revivre les épisodes 4, 5, 6, hein, donc les tout premiers épisodes de Star Wars des années fin 70, début 80. C'est vraiment chouette. Vraiment, on a nos héros, on a l'impression de refaire l'histoire quelque part. Il est incroyable. Ce jeu est incroyable. J'aime bien à chaque fois dire qu'il y a le petit bémol sur la façon de gérer les combats. Je suis pas si fan que ça de la façon de les gérer, mais pour tout le reste, c'est quand même un jour on va planifier des actions avec les différents leaders. Il y a un jeu de dupe, il y a un petit peu de bluff aussi là-dedans. Hein. J'adore ces jeux où on peut caser du bluff avec le placement, les déplacements des vaisseaux, faire semblant qu'on pense que la base peut être à un endroit, donc on va mettre tout là-dedans, mais on a prévu une petite armée un peu de secours où on sait que celle-là, elle va chercher la base carrément ailleurs parce qu'on pense qu'elle est là-bas. C'est du chat et de la souris façon space opéra. Et ça, c'est miam miam quoi. Hein, ouais. Là-dessus, c'est un gros miam miam le Star Wars Rebellion. Il est incroyable. Le numéro 2, alors là, ça devient une petite franchise aussi, façon de parler dans l'univers du jeu de société, mais on n'est pas du tout sur un Star Wars, bien sûr. On est plus sur du cube en bois. On part sur Great Western Trail. J'avais pas encore sorti de jeu dans une thématique Far West, alors que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore cette thématique Far West. Même si là, pour l'illustration, je vous ai choisi le Nouvelle-Zélande. Donc on n'est pas dans le Far West, on est en Nouvelle-Zélande. Plusieurs milliers de kilomètres de distance. J'ai mis celui-là parce que c'était le dernier en date et que je le trouve vraiment complet. Qu'est-ce que c'est bon, Great Western. Alors, il y a un petit aspect deck building parce qu'on a son troupeau. Donc là, dans Nouvelle-Zélande, c'est un troupeau de moutons. Dans le jeu de base, c'est un troupeau de vaches. Et puis, voilà, il va falloir... C'est du cube en bois, hein, c'est purement du euro. Il va falloir... voilà, on a une piste, on le voit un petit peu en haut de l'image, là. Une piste, on va aller faire des actions. On va s'arrêter aux différents lieux qu'on a envie d'utiliser pour optimiser, pour
poursuivre notre orientation tactique, parce qu'on va pas forcément s'arrêter dans tous les lieux à chaque fois. Et puis, le but, c'est de faire du point, hein. Donc il y a plusieurs façons de faire des points. On va faire des belles livraisons. On va aller naviguer. On voit qu'il y a une piste de navigation. On va aller naviguer, aller mettre des entrepôts à droite à gauche. On va s'installer. On va tondre nos moutons aussi. C'est une autre manière de rapporter des points. On va construire des bâtiments. C'est une autre manière de rapporter des points. Là, on a 4 types d'ouvriers. On a les bergères, les bâtisseurs, les navigateurs et les tondeurs. Et donc plus on en a, plus on va avoir des actions plus fortes dans ces 4 disciplines-là. Et puis petit à petit, on va livrer, on va débloquer des cylindres pour faire des actions encore plus fortes aussi. Voilà, on va monter en puissance dans le jeu. C'est riche, les parties sont intenses, hein, au niveau cérébral c'est intense. Et j'aime bien, c'est un jeu que j'apprécie fortement, et pour autant je ne m'estime pas être un très bon joueur, parce que j'ai tendance à m'arrêter sur un peu trop de lieux. Comme c'est un peu filou, c'est vicieux ce jeu, comme c'est mignon, des petits chemins comme ça, on a envie de s'arrêter partout. Et j'ai tendance à pas écouter la voix de la raison, mais à écouter la voix du grand enfant qui veut s'arrêter et tout faire. Ouais, c'est vraiment chouette, les parties. Là aussi, les parties ne se ressemblent pas forcément, parce que les bâtiments de départ, les bâtiments neutres sont placés aléatoirement. Et puis les bâtiments qu'on peut construire sont aussi tirés de manière aléatoire, ils sont tous recto verso, et on va faire un tirage aléatoire à chaque partie. Et ouais, c'est un vrai régal. Un vrai régal. Rien à dire là-dessus. Il a un goût de reviens-y vraiment très prononcé, celui-là. Alors, à la question duquel il faut prendre entre le Nouvelle-Zélande, Argentine, j'en ai pas parlé, et celui de base, Argentine, je peux pas beaucoup en parler parce que je l'ai jamais joué. Entre celui de base et celui-là, je dirais que celui de base, si on ajoute l'extension rouée vers le nord, ça se défend bien vis-à-vis du Nouvelle-Zélande. Les deux sont très bien, honnêtement. C'est une question d'affinité avec avec rien du tout. Hein. Si vous préférez les cow-boys à l'américaine, partez sur celui de base. Mais si vous voulez un produit fini, Nouvelle-Zélande, parce que c'est le dernier sorti, donc forcément le concepteur, Alexander, il a eu le temps de peaufiner davantage son jeu pour proposer ça. C'est vraiment chouette. Et le numéro 1, c'est vraiment mon jeu favori, le jeu que j'affectionne tout particulièrement. Il est derrière, il est là-bas, vous le voyez, à côté de mon petit cactus lumineux. Ce n'est autre que Carson City, la Big Box. Donc là, maintenant, c'est la Big Box. Je suis content d'avoir cette Big Box. Ils l'ont réédité, elle était plus trouvable, ou alors d'occasion, mais à des prix exorbitants. Et ils l'ont réédité, ils ont refait une espèce de Kickstarter, c'est celle que j'aurais fait toute ma vie. Et c'est tellement mon petit chouchou, ce jeu, c'est tellement mon jeu chéri, que je pouvais pas ne pas... quelqu'un qui s'éclate à faire du cosplay de l'institutrice. Donc Carson City, c'est quoi? C'est marrant, parce que ça a les bases d'un cube en bois. Ça a les bases de jeux un petit peu euro à l'ancienne, style Caelus, Agricola à moindre mesure, plus Caelus qu'Agricola. On va placer des cow-boys pour faire des actions. Une fois que tout le monde aura placé ses cow-boys, on va résoudre des actions dans l'ordre du petit serpent d'action en haut là. Et puis on va acheter des terrains, on est des cow-boys qui allons... hop. On a beaucoup de personnes qui postent sur les photos, mais on aimerait voir plutôt des plateaux. Xavier Georges, hein, l'auteur du jeu. Alors si je le rencontre, je lui fais un énorme câlin, un énorme bisou. Hein. Il aura peut-être pas envie par contre, il faudrait que je lui pose la question avant. Mais tellement j'adore ce jeu, je pense que pas du genre à vénérer quelqu'un en particulier, mais Xavier Georges, il a une place dans mon cœur. Et donc voilà, on va s'installer, on va acheter des terrains, on va y poser des bâtiments qu'on va acheter. Et là où c'est intéressant dans le jeu, c'est que ce qui fait que je trouve vraiment singulier et qui ressemble à aucun autre, que d'habitude dans les jeux de postes d'ouvriers, parce que là on poste des ouvriers, on poste des cow-boys hein, qui vont faire des actions. Dans les jeux de postes d'ouvriers, généralement, premier arrivé, premier servi, et c'est tout. Les autres ils vont devoir se recycler sur d'autres actions. Non, pas dans Carson City. Dans Carson City, c'est premier arrivé, peut-être qu'il sera servi, ça dépend. Parce qu'on peut se contester les actions, et quand c'est le cas, il y a duel. Et ça amène une touche un peu aléatoire au jeu. Alors faut aimer, les purs joueurs de cubes en bois, de jeux euro vont pas apprécier, parce qu'il y aura vraiment une composante un peu aléatoire. Mais moi j'adore, ça colle tellement avec le thème Far West, j'adore ça, ce côté duel. Alors il y a deux façons de jouer les duels, on peut jouer ça au dé, mais on peut jouer ça aussi avec des tuiles,
Une fois qu'on a... Donc les tuiles, c'est un peu plus technique, hein, parce que les tuiles, on a des tuiles de valeurs différentes. Si on utilise notre 5 tout de suite, qui est la meilleure tuile, on l'appuie pour les prochains duels, donc il faut faire gaffe, il faut gérer. Mais le dé, c'est complètement aléatoire, hein. Et non, c'est vraiment c'est chouette. On a des personnages, à chaque début de manche, ça joue en 4 manches. On va pouvoir embaucher un personnage qui va nous donner un bonus. Et on change à chaque d'une manche à l'autre. On va choisir un autre personnage. Avec la Big Box, il y a des extensions avec. Alors, je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus, parce que le but, c'est pas de faire l'apologie en 1 heure du jeu. Je m'en charge déjà sur d'autres vidéos. Mais il y a une belle rejouabilité aussi avec la Big Box. Là où dans le jeu de base on a 7 personnages et c'est figé, ça bouge pas, même s'ils ont aussi des versions verso, dans la Big Box on en a plus du double. Et qu'est-ce que c'est appréciable de pouvoir varier. Alors, il y a des combos de persos qui marchent moins bien que d'autres, mais c'est pas grave, faut se faire son expérience. De toute façon c'est les mêmes persos pour tout le monde, donc dans tous les cas c'est pas si gênant que ça. C'est chouette, les parties sont pas si longues que ça, le fait de jouer que 4 manches, ça va vite. Et là où c'est amusant, c'est qu'on joue sur le même plateau, qu'on joue en solo, à 2, à 3, à 4 ou à 5. On peut jouer jusqu'à 5. Même 6 d'ailleurs, avec la B-Box, avec l'extension, on peut jouer à 6. Et on joue sur le même espace. Ce qui veut dire que les parties sont pas les mêmes selon le nombre de joueurs. C'est un peu l'effet que je trouvais sur Terraforming Mars. Je trouvais que le jeu était un petit peu différent selon la configuration en termes de nombre de joueurs. Ben là, c'est pareil. À 2, on va avoir assez d'espace pour s'installer. On va pas trop s'embêter, enfin, sauf s'il y en a des deux qui va absolument chercher le conflit. Mais la plupart du temps, on va pas trop s'embêter. Là où à 4 ou 5, c'est pour le coup beaucoup plus le Far West. Il y aura moins d'espace à exploiter. Et donc, on va normalement beaucoup plus se tirer se tirer la bourre. Et ça va rendre le jeu dynamique et bien violent. Avec le petit défaut que ça a, c'est que on peut se sentir un petit peu lésé quand même. Si, hélas, on commence à perdre des duels, du coup on n'arrive pas à se développer, c'est encore plus dur après, on repère encore plus facilement des duels, parce que comme on ne s'est pas développé, on a moins de flingues, les flingues qui permettent d'avoir plus de puissance d'attaque pendant les duels. Et on peut avoir un petit peu du mal, on peut galérer, il y a peu de moyens de se remettre à flot. Maintenant, le jeu est pas si long que ça, donc ça sera pas gravissime, quoi. Ça sera pas gravissime. Après, à nous de savoir aussi rebondir, hein. C'est ça dans les jeux. On peut pas faire sa victime et jouer les assistés. Voilà, donc c'est un petit chef-d'œuvre, Carson City. Le jeu a plus de 15 ans maintenant. Mais avec la Big Box, c'est toujours aussi frais. J'adore. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est mon top 1 au niveau jeu de société. Et ça n'en change pas. Alors pour combien de temps? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Mais c'est un vrai bonheur de le sortir à chaque fois. J'ai un peu de chance. J'ai réussi à le sortir au club une fois de temps en temps. J'espère que les copains seront pas trop lassés. J'adore trop le jeu. C'est vraiment du bon. Voilà, donc pour ce qui est de ma ludothèque idéale, on va dire, ma ludothèque minimaliste idéale, je vais faire une petite photo famille, tiens, pour finir. Allez, la petite photo famille que je viens de vous concocter à l'instant. Paf, voici l'ultime ludothèque de Jacques Seller. Hein. Je n'ai pas précisé de Jacques Seller, mais bien sûr, hein, tout est subjectif. Donc on a un Bunny Kingdom, un Carson City Big Box, un Castles of Mad King Ludwig, là je vous donne ça dans le désordre, un Clan Catacombe, un Great Western Trail, Nouvelle-Zélande, mais peu importe lequel, un Horror Arkham JCE, les Lettres de Whitechapel, le Perudo, le Ready Set Bet et le Star Wars Rebellion. On a 2 jeux d'ambiance, Perudo et Ready Set Bet qui sont ici. On a un petit peu de tout, on a du deck building, on a du jeu euro, on a du jeu un petit peu moins euro. Mais quoi qu'on voit que j'ai quand même une tendance un peu plus euro. On a du jeu de draft avec Bunny Kingdom. On a d'une certaine manière un petit peu avec Castles of Mad King Ludwig, même si c'est pas la même façon de drafter parce qu'on va acheter des pièces, ça aura pas le même coût. Bon, c'est pas vraiment un draft, mais il y a un petit peu de cet esprit-là quand même. On a du JCE pur et dur avec Horror Arkham JCE. Et puis on a du Bluff avec Lettres de Whitechapel et puis Perudo aussi en ambiance. Et Star Wars Rebellion. Non, vraiment, il y a un petit peu de tout. Bon, il y a des styles de jeu qui sont pas représentés, parce qu'en 10 titres, c'est pas évident de tout représenter. Mais de toute façon, là, on est vraiment sur comme je disais en amorce de vidéo. C'est vraiment en fonction de mes affinités. Donc moi, je m'y retrouve dans ces jeux-là. Ça sera pas le cas de tout le monde, forcément.
C'est normal. Il y a des jeux sur lesquels j'ai quand même assez hésité. Je vais donner une mention honorable comme ça au passage. Anachronie, ça m'a fait mal au cœur de ne pas le mettre dedans, parce que pour moi c'est aussi un excellent jeu. Enfin, c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul jeu sur les. Je vais donner plusieurs mentions honorables. C'est pour moi une excellente poste d'ouvrier, très 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 profond. Il est vraiment chouette. Je pouvais pas ne pas mettre Carson City. En fait, j'aurais mis Anachronie en plus de Carson City en bon gros jeu euro. Alors, le truc, c'est qu'on sait pas quel autre jeu il faut sortir pour passer Anachronie. J'avais pas envie de retirer Ready Set Bet, j'avais pas envie de retirer Perudo. Non, c'était compliqué. Les Castles of Mad King Ludwig, les châteaux du roi fou Ludwig, là, je le trouve... Enfin, Louis, parce que si on traduit en français, ça serait plutôt Château Louis. Enfin, du roi Louis, pardon. Il est trop différent des autres pour ne pas avoir sa place dedans, donc il fallait que je le mette et j'aime trop y jouer. Donc ouais, Anachronie, c'est un peu dommage pour lui, mais il a pas passé le cut. De même que je pense que vous avez surpris ceux qui me connaissent bien de l'absence de Dune Imperium. Il est pas dedans. Bah oui, alors le truc avec Dune Imperium, c'est que j'ai trop joué. C'est un petit peu comme Terraforming Mars, pareil, il est pas dedans. J'aurais pu, Terraforming Mars. Sincèrement, j'aurais pu le mettre dedans. Et j'y ai trop joué aussi, et à un moment donné, ben voilà, place aux autres. Donc grands absents de cette ludothèque ultime, mais il faut bien 10 titres, c'était le jeu, c'était le but du jeu. Donc, pas de Terraforming Mars, pas de Dune Imperium, pas d'Anachronie, pas de Gloomhaven. J'aurais pu mettre un Gloomhaven. C'est vrai que c'est un jeu aussi qui est particulièrement excellent. Dans mon vécu, je l'ai trouvé excellent. Mais pareil, trop joué. Voilà. À la limite, je dis pas Frosthaven aurait peut-être pu en faire partie si j'avais pu l'essayer, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Et de toute manière, non, pas dit qu'il soit dedans. Pareil, dans les jeux d'ambiance, j'ai hésité avec Time Bomb. Je sais que Time Bomb, c'est un jeu d'ambiance qui marche toujours bien. À chaque fois que je l'ai sorti, ça a toujours cartonné. J'aurais voulu le mettre. Mais bon, bah, à un moment donné, c'est comme tout, il faut en choisir 10. Hein. Donc c'est la même raison que pour les autres que je viens de mentionner juste avant. C'est que il faut en garder 10. Et donc pas de Time Bomb non plus. Et je finirai par une dernière petite mention concernant Zombicide et Cthulhu Death Medai, qui sont pour moi... je sais pas, les deux jeux ne se ressemblent pas. Hein. Ça reste de la figurine, ça reste du slasher, on va foutre sur la gueule aux mobs et essayer de survivre, faire ce qu'on peut. Oui, certes, mais bon, niveau figurine, pour moi, je considère plus ça comme des jeux de plateau que des jeux de figurines, même s'il y a une forte présence de figurines, et ça, c'est ce qui fait l'intérêt du jeu aussi, c'est de jouer avec des bons petits bonshommes en plastique. Mais non, niveau richesse pour des jeux qui incorporent des figurines, je fais déjà de la figurine à côté sur du Warhammer ou Azoya, enfin Song of Ice and Fire ou encore d'autres. Non, pour moi, c'est sympa. C'est des jeux, ça permet de faire un espèce de mini pont, une mini porte d'entrée du plateau vers la figurine, mais c'est pas suffisant pour justifier une présence dans une bibliothèque ultime. Surtout sachant que j'ai déjà mes jeux de figs à côté, donc pas d'intérêt. Non. Voilà, donc je réitère. D'ailleurs ce que je ferai, c'est que ces jeux-là, je mettrai des liens, je vais mettre les liens en commentaire de la vidéo si jamais vous voulez aller voir sur les boutiques de mes partenaires, si vous voulez vous y intéresser. Vous cliquez dessus, ça vous coûte rien, ça me coûte rien non plus. Et enfin ça vous coûte rien et ça peut me faire un petit pourboire si jamais vous avez envie de commander. Voilà. Puis ils sont contents, les boutiques partenaires sont contentes. On des commandes, c'est cool ça. Voilà. Allez, c'est incroyable, j'ai fait une vidéo en moins d'1 heure, je sais pas ce qui m'arrive. Je vais prendre ma température tout de suite. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!